Oui. Eh ben, merci de cette invitation. Je suis Antoine Fontaine, je suis psychiatre, pédopsychiatre. J'ai une formation plutôt orientée vers la psychanalyse. Je suis aussi ergothérapeute et j'essaye d'être moi-même. Et en vue de cette invitation, j'ai regardé un peu le sujet et j'ai vu le sanitaire, l'agriculture, et je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à vous raconter autour de comment faire un pont sur ces deux sujets. Alors j'ai écrit un papier que je vais vous lire. Je vais essayer de le lire lentement et n'hésitez pas à m'interrompre si jamais il y a des associations ou des choses qui vous viennent. J'avais parlé sur quelques considérations et particularités du champ psychiatrique. J'avais écrit de la mine au labour, des langes au linceul et du travail à la thérapie. J'ai enlevé des langes au linceul parce que, en fait, je vais juste vous dire que la psychiatrie, en fait, concerne toute la vie. Et maintenant, on parle même de la vie anténatale, puisqu'il y a des recherches sur la souffrance et le développement du fœtus. Il y a des études, y compris psychologiques, psychanalytiques, cognitives, sur le développement émotionnel des embryons et du fœtus. Qu'est-ce qu'un champ cultivé? Qu'est-ce qu'un champ psychiatrique? Et pourquoi accoler ces deux termes? Rien ne semble lier le campo, la terre, la charrue, la moisson à l'asile, l'agriculteur au malade, le semencier au psychiatre, l'infirmerie à la ferme. Le délire, qu'on désigne comme transport extravagant au cerveau, est un mot composé de et de lirare, qui signifie labourer en billon. Billon vient de l'indo-européen lira. Dans les campagnes prusses et lituaniennes, l'iso, lysia, désignait la planche du jardin. Dans l'ancien ou allemand, Wagenleisa est un sillon tracé par une voiture. Le gothique Leist, la trace d'un pas auquel correspond le verbe lesjan, suivra la trace. Ainsi, l'étymologie nous apprend que le verbe délirer provient du monde agricole. Délirare signifie donc s'écarter du sillon et par extension sortir du rang. Le labour, c'est le labeur, un don de peine, et quand la charrue délire, cette peine augmente. Le vieux français c'est long désigne une bande de terre, une planche de labour, jusqu'à la profondeur d'une ride creusée sur un visage. Le champ, étendue plate où l'on peut marcher, construire, cultiver, est un monde sur lequel les hommes sillonnent, tracent, racontent et écrivent leurs histoires. Ils y font aussi la guerre. Le pays dégagé est un espace où l'on bat campagne au sens militaire. Cela aussi donne de la peine. L'asile est quant à lui un espace où les histoires sont rudes, guerrières, insensées. Un monde difficile à raconter, où l'on tente à la fois de semer la raison en restant droit dans nos bottes, et à la fois on essaye de se laisser modeler hors sillon pour accueillir le délire, faire lever les graines atypiques qui dérangent. Ici, l'ordre unique ne prend pas, si l'on veut espérer traiter ce qu'on appelle la double aliénation, l'aliénation sociale, à laquelle les malades résistent au détriment d'eux-mêmes,
et l'aliénation mentale, ontologique, propre à chacun et qui se cache profondément au fond de l'intime. Ce champ protégé abrite donc l'anormal, le déraisonnable. Il est par essence risqué, truffé de mines personnelles et antipersonnelles, pour soi et contre soi. Peut-on exister pour soi et exister pour les autres lorsque ceux-ci ont abusé, trompé, trahi et continuent par la puissance de la répétition à préserver coûte que coûte leur ego fragile, quitte à sacrifier quelques progénitures ou ancêtres? En psychiatrie, peine et labeur sont la règle. Se désaliéner, être soi, ne pas être soi, quitter l'assignation dans laquelle l'autre nous met, une lutte qui prend du temps et de l'espace, une lutte nécessaire, y compris et surtout avec soi-même, pour retrouver croissance et créativité. Ici, comme ailleurs, le soin laisse le champ à une multiplicité de méthodes, ouvrant des guerres de tranchées idéologiques entre les idées et les petits narcissismes de chacun. La norme, la raison, la cognition, le comportementalisme, la psychanalyse, l'homogénéité, l'objectivité, l'evidence-based medicine, l'hétérogène, l'inconscient. Comment les professionnels s'y retrouvent et comment, surtout, les patients s'y retrouvent? Avant d'être une science, la psychiatrie est une affaire de rencontre. Écouter le délire aide à ouvrir le sillon commun des décisions normatives, qui sont parfois plus insensées que la pathologie elle-même. Les lyres tordus peuvent être considérés comme un vase d'expansion de ce qui étouffe dans les contraintes normopathiques, un besoin d'outrepasser les limites de la bienséance. Car la bienséance est souvent une manière figée de vivre. La question va peut-être vous dérouter. Comment rester assis sur ses fesses, être bien sur son séant, lorsque celui-ci n'existe pas? En psychiatrie, en effet, de nombreuses personnes n'ont pas de fesses, ni de séant. Pour tenir debout, elles doivent marcher. Meurtries, abîmées, abusées, elles n'ont pas de dos sur lequel prendre appui. Aucun soutien, aucune expérience d'avoir été portée, au sens propre comme au sens figuré. Les corps sont mal construits, de gauche à droite, de haut en bas. Les têtes sont mal posées, sur des coups strangulés, arrachés, scarifiés. Je ne vais pas m'étendre ce soir sur le délire psychiatrique à proprement parler, mais sachez que j'écoute beaucoup de choses insensées, ni extravagantes, ni sensationnelles au sens médiatique, mais impressionnantes, car elles marquent la vie de chacun et la mienne depuis plus de 30 ans. Je suis frappé par le cœur, le courage des humains qui arrivent à dénicher quelques graines pour survivre aux contingences d'une improbable vie de familles détruites, de soins et d'éducation qui ne s'occupent que de la forme. J'ai connu Vibe à l'âge de 14 ans, arrivé d'un IME où il racontait des histoires invraisemblables concernant la sexualité. Il s'approchait des filles, des femmes, et leur déclarait « Je t'aime, veux-tu te marier avec moi ?»
et il leur montrait des vidéos qui glacent le sang. Arrivé à l'âge de 5 ans d'un orphelinat à l'ancien pays de l'Est, Weib laissa des parents adoptifs démunis et leurs réponses inadaptées alertèrent les services sociaux puis la justice. On l'accueille dans notre petit hôpital de jour et on se rend compte de l'intensité de ses difficultés. L'autre n'existe pas. Il passe son temps à aligner et régler toutes les horloges numériques de la maison. Ce qui l'intéresse au plus haut point, les clignotants du frigidaire, du four, du micro-ondes, de nos montres, de ses montres. Les soins en hôpital de jour ne suffisent pas. La vie au domicile est impossible. L'IME est totalement dépassée. Et je décide d'accueillir Weib en hospitalisation complète à la clinique de Saumur. Le premier temps voit les mêmes comportements se répéter. Le personnel féminin de la clinique s'inquiète et met des opinions éducatives pour rectifier ces outrances qui sortent du cadre habituel. Il est très difficile d'accueillir ce mouvement de rejet tout en expliquant qu'il s'agit d'une tentative de rencontre. Veux-tu te marier avec moi et faire des enfants? N'est-ce pas une proposition qui émet un désir de lien? Pour un enfant adopté, chercher une femme et des enfants, quel beau projet. Mais cela n'est pas encore de circonstance. Weib va chercher à marier la clinique avec l'informatique. Il demande des ordinateurs pour surfer sur Internet et nous montrer ses compétences qui sont réellement désastreuses. Il se perd sur la toile, fond dans chaque fenêtre numérique qui s'ouvre et après avoir bloqué plusieurs ordinateurs et téléphones, il arrive quand même à associer son MP3 et une enceinte portable. Mais le son exaspère tout le monde. Les autres patients l'envoient gentiment se balader dans la cour au séquoia. C'est une cour à la clinique de Saumur, il y a code pour un séquoia et on peut marcher et faire des allers-retours. Le Covid arrive. Et comme de nombreux endroits sur la planète, le confinement isole la clinique qui vit au rythme des allers-retours des professionnels et des camions de livraison. Je me confine pendant 2 mois et réunis les patients tous les soirs pour débriefer la journée et les nouvelles contradictoires du monde. Je raconte Weib, explique aux autres patients ses difficultés et ses comportements. Et bientôt, il se montre attentif, curieux, compréhensif. D'ailleurs, l'un d'eux s'attache à lui proposer des exercices pédagogiques. Weib finit par obtenir de ses parents un téléphone et un accès au net qui lui permet bientôt de se marier avec une supergirl, ce qui constitue déjà une meilleure distance imaginaire. Et il finit par me montrer la célèbre vidéo, un animé qui a affolé la planète IME. L'IME, c'est Institut médico-éducatif. Un renard est retrouvé inanimé sur la chaussée par une jeune fille. Celle-ci démarre les gestes de réanimation et tandis qu'elle fait du bouche à bouche, une voiture la percute. Fasciné, Weib rit à gorge déployée devant le jet pulsatif de l'aorte arraché par la décapitation. J'y vois une indication.
Depuis peu, en écoutant sa musique, Weill a commencé à émettre des sons gutturaux qui suivent les basses de sa musique. Cette vidéo me fait penser qu'il est en train de faire l'expérience des tuyaux qui passent dans sa gorge. La nourriture, le sang, les nerfs, la trachée artère, les vibrations, une colonne d'air qui, au fond, lui permet désormais de commencer à sentir quelque chose de l'air qui passe entre sa tête et son corps. Pendant plusieurs années, Weill va ainsi arpenter la cour aux séquoias de la clinique. Des heures durant, seul, dans le froid, le chaud, la nuit, Weill sillonne et nous l'entendons faire ses basses avec sa gorge. C'est tantôt un bruit de tracteur, tantôt un roucoulement, et avec beaucoup d'humour et de tendresse partagée, il accepte que je l'appelle ma tourterelle. Lentement, les histoires de filles s'estompent, on perçoit sa gentillesse, il se montre serviable, crée des liens avec des pères, des éducateurs et quelques soignants. Et au vu de ses compétences qu'il commence à montrer, nous relançons un projet de formation en alternance avec un nouvel IME. Peu à peu, l'équipe de l'IME se rend compte que ses craintes étaient infondées. Vues, accueillies, autrement, expliquées, la déstigmatisation commence à opérer, l'aliénation sociale se réduit au fur et à mesure que la traduction augmente. Mon bureau donne sur la cour aux séquoias. Et je m'aperçois que Weill ne se contente plus seulement de faire des sillons rectilignes. Désormais, il fait des ronds. Et c'est ainsi que je termine mon observation. Weill est en train d'acquérir la figure spatiale du cercle, ce qui situe son âge cognitif aux environs de 3 ans. Et surtout, il trace sur le sol le sentiment de soi. Son corps se ferme avec un dedans et un dehors. Ensuite, les stages s'effectuent pas à pas, sans problème. Il travaille aujourd'hui dans un ESAT espace vert, vit en foyer logement et les liens familiaux sont retissés. Il n'a plus besoin de nos services, juste une ordonnance tous les 3 mois. Il était hors sillon et nous l'avons laissé sillonner à sa manière. Inutile de vous dire combien le travail de traduction est important, un travail qui vise à traduire ce qui se passe entre le corps et la pensée. Et il faut un champ pour vivre l'expérience, un terrain pour l'aventure. Tout symptôme est un message en attente de traduction. Et le soin comporte plusieurs fonctions. La fonction hermétique, décodage, traduction. La fonction sémaphorique, quelqu'un envoie des signes. La fonction métaphorique, transporter au-delà. La fonction phorique, prendre en charge. Et la fonction amphorique, contenir, rassembler. Le messager traducteur pose des lettres, des syllabes, des mots, des phrases pour mettre en phrases et en forme des messages. Mais ce portage d'espoir de traduction est aussi l'annonce de mauvaises nouvelles. Car sortir d'un état connu, même malaisé, fait souffrir. C'est sur ce motif qu'on coupe la tête au messager.
les bonnes ou mauvaises nouvelles annoncent souvent un changement, ce qui peut être déstabilisant, voire intimidant. Et la plupart des gens sont mal à l'aise face au changement, face à l'inconnu. C'est ici le moteur de la résistance de chacun, individuellement ou collectivement. Je vois beaucoup de sillons gravés sur la peau des jeunes filles. Elles ne délirent pas au sens psychiatrique habituel. Pourtant, en écrivant ces lignes, je me dis que les scarifications sont une forme de délire. Des sillons qui interpellent le bon sens commun et disent « quelque chose ne va pas ». On a eu une explosion de scarifications chez les jeunes filles, hein, et c'est vraiment très impressionnant. Peut-on croire que leurs remarques symptomatiques ne soulèvent qu'une question personnelle? Manifestement, la mode aussi peut toucher la forme des symptômes psychiatriques. Je propose presque la scarification comme une forme de délire social. Un sillon qui se grave sur un champ de peau, un tissu étalé que les jeunes filles mettent en commun sur la toile, un besoin d'inscrire sur elle un malaise de civilisation. Est-ce une fonction qui appartient au féminin de s'occuper du sang et de montrer que le corps féminin a une spécificité bien à lui? Je ne m'engage pas plus loin dans ce questionnement anthropologique, mais force est de constater que ce sont les jeunes filles qui se scarifient et les femmes infirmières qui les pensent. La relation femme-femme, mère-fille, questionnée dans l'espace du soin. Comment penser le lien entre scarification, suture et la place des hommes et des pères dans ce colloque étrange « je coupe, je répare ». Après la période de confinement, les scarifications ont explosé à la clinique. Nous ne nous en sortions pas et il a fallu une intervention de ma part pour rappeler que nous étions dans une clinique psychiatrique et pas une clinique chirurgicale. Nous devions arrêter de suturer les plaies et d'envoyer les jeunes femmes aux urgences de l'hôpital, au risque de saturer le service des urgences. Mais il fallait remettre les choses à leur place. Le nombre de plaies profondes a chuté, mais d'autres modalités arrivent, les brûlures et d'autres choses encore qui continuent d'effleurer nos limites et nos décisions. On garde, on transfère, on hospitalise, on garde à tout prix. En ce moment, il y a des épidémies de défenestration. Toujours au bord. Vais-je sauter ou pas sauter? La blessure est-elle infligée ou auto-infligée? L'auto-agression, est-ce une tentative de reprendre la maîtrise de l'intrusion par autrui? Je vous montre ce que j'ai vécu, ce que je vis, je vous le fais vivre jusqu'au moment où vous me comprendrez, peut-être. Ma mère, mon père comprendront mes fentes saignantes. Mes fentes et mes délires questionnent vos certitudes, questionnent ce que vous dites appeler le soin et le pouvoir que vous avez sur nous. S'agit-il d'une saignée, cette méthode de traitement de l'agitation pratiquée au XIXe siècle, soutirer du sang rapidement pour apaiser? Faut-il y voir quelque chose couler tout en gardant la maîtrise du flux? S'agit-il d'un traitement antalgique? Déplacer la douleur morale sur une petite sensation de picotement? Faire vivre le corps en le labourant plutôt que de se préoccuper comme les agriculteurs de la météo et des récoltes? Trop de soucis à l'annonce du gel,
trop de soucis à l'annonce d'une tempête, d'une canicule, trop de pensées. S'agit-il de blesser son corps pour ne pas blesser celui de l'autre? Car dès que tu oses montrer ta scarification pour être réparé, tu scrutes le visage et les yeux de tes parents, de tes soignants. Montrer ou ne pas montrer? Se taire ou dire? Ne serait-ce pas légitime de ressentir un peu de culpabilité si tu fais tout cela par agressivité? Tu sais qu'en faisant quelque chose d'interdit, tu t'attaques autant toi-même que l'autre. Quand tu sillonnes ta peau, tu sillonnes ma peau. Au-delà de ces considérations psychosociologiques, la question du traitement est posée. Traitement individuel, collectif, traitement social, traitement psychiatrique, psychologique. S'agit-il de les regrouper en une seule unité géographique, le service des scarifiés, de construire une identité, les rassembler pour simplifier? Mais même si on ne les rassemble pas, elles se rassemblent sur les sites internet. Elles se regroupent sur les réseaux sociaux. Cette peau du web qui incite autant à la solidarité qu'à la division. Il y a dans cette histoire de pandémie sanitaire une pandémie sociale. Il n'y a plus de frontières, plus de cordon sanitaire, une hémorragie. Tout cela épuise beaucoup les professionnels. Et j'en viens donc maintenant à la question de la nuit au labour, la force de travail et les dangers pris et rencontrés par les professionnels face à la souffrance psychiatrique. Au-delà des coups, des blessures liées au port de charge, à la violence parfois, à l'agressivité souvent, à la rage humaine qui se projette des soignés vers les soignants et vice-versa. Patients, malades, contre les médecins bien portants, qui pourtant restent au chevet d'un problème sérieux, le délire et le lien d'incompréhension. La dissociation, les traumatismes intergénérationnels, les abus, les intrusions qui se déploient sur plusieurs générations génèrent des risques pour la santé mentale des professionnels eux-mêmes qui souvent ne sont pas formés à l'accueil de la destructivité et de la négativité humaine, normale. Et encore moins au transfert négatif, ce transfert dont l'analyse est pourtant la seule thérapeutique et qui nécessite humour et ironie tendre jusqu'à parfois poser des actes de grande fermeté. Tout ceci ne peut pas être calculé, ni prévenu, ni épargné. Soigner est un défi, un risque et un certain danger de rencontrer la démesure, l'inhumain dans l'humain. Sentez-vous la douleur et la souffrance de la patiente, celle du soignant, celle du médecin qui, ayant besoin d'appui pour soutenir son engagement éthique, soumet à rude épreuve son équipe pour soulager la famille, l'école et tous les autres qui n'arrivent pas à accepter ces plaies interminables. Comment imaginez-vous ce dialogue entre le médecin et l'infirmière? Il y a une rudesse et une tendresse. La première, exagérée, conduit au risque psychosocial. La seconde, exagérée, aboutit à la fusion et au non-soin. Les deux, rudesse et tendresse, doivent être constamment liés dans une juste mesure. Mais la mesure des uns n'est pas forcément la mesure des autres. Et au sein d'une même institution, les langues peuvent ne pas se comprendre. Bonjour,
J'en ai marre de travailler en présence d'un tel qui ce matin tente de m'interdire l'accès à l'infirmerie en disant « elle casse les couilles, celle-là ». Il y a 2 semaines, il m'avait également balancé un « je t'emmerde dans les couloirs ». Et je travaille tous les jours en ne me mettant jamais dos à lui lorsque je le croise. C'est pas normal. Merci pour cette observation, je réponds. Ce n'est pas si courant et il faut du courage pour partager. Oui, en effet, ce n'est pas normal. Je suis justement en train d'écrire sur le sujet comment procéder en psychiatrie. Je suis disponible pour ce travail complexe et qui nous touche tous de très près. Soigner est une vocation, fait courir des risques. Le risque du changement, le risque de l'échec, le risque de la dépendance, le risque de l'impuissance. Et il faut de la patience, de la répétition, sans être certain de l'efficacité de son geste de soin. Ce n'est qu'après coup, et parfois bien longtemps après, que l'on saura si cela a permis une croissance créatrice. Comme par exemple Clémentine, qui nous a donné bien du fil à retordre et qui, 10 ans après, m'envoie un mail. J'ai pensé à vous dernièrement, docteur, car je discutais avec un ami des personnes qui ont joué un rôle important dans notre construction personnelle, dans notre vie, et je me suis dit que j'allais prendre de vos nouvelles. Comment allez-vous? De mon côté, j'avance encore. Le travail sur soi ne s'arrête jamais vraiment. Mais je suis à un stade de ma vie où je me sens épanoui et à ma place. Je termine un master en urbanisme et en environnement et dans quelques mois, je pourrai pleinement exercer le métier qui me passionne. La tâche est rude car elle repose sur une conflictualité vivante, difficile à soutenir car noyée par beaucoup de considérations politiques, syndicales, émotionnelles, conscientes, inconscientes, affectives. Et elle repose en plus sur une hiérarchie importante liée au pouvoir ou au savoir médical. Il est vrai qu'entre 15 ans d'études et 3 années de formation, ou à l'école d'éducateur ou à l'école normale, il y a un écart qui peut être incommensurable. Conception médicale élaborée au calme dans le bureau et pose des indications d'hospitalisation rencontre évidemment la hiérarchie avec le labeur quotidien, la concrétude et la corporéité des soignants. Et ici, il faut s'occuper de ce qui est vécu en considérant les conditions de travail fort différemment de celles d'une chaîne d'usine. Les enjeux sont complexes. Nous avons affaire à l'humain, l'inhumain, et toutes les questions liées à l'identification à celui qui souffre. Il ne peut pas être question de cadence, au sens d'une chaîne, mais bien plus de rythme, ce qui coule et qui bat. Nous sommes dans une médecine singulière, où ce qui palpite n'est pas seulement la fonction cardiaque, on l'a vu, il ne coule pas seulement dans des vaisseaux. Ce n'est pas seulement un organe qui évacue ou filtre, mais une personne complexe qui vit, pense, ressent, partage son doute de la sincérité de ceux qui ont un pouvoir sur eux, l'adulte, le soignant, le médecin. Car nombre d'entre eux ont déjà rencontré depuis longtemps la non-considération de leur souffrance. La plupart du temps ont été maltraités, diagnostiqués, isolés, ligotés, surmédiqués. Tu as vu ta mine? Pourquoi appeler un visage une mine? Le latin minae signifie visage, apparence. Mais il y a aussi pour le visage fascia, visu, persona, masque pour souligner la complexité anthropologique du visage.
En breton, mine signifie bec, museau. Paul Guiraud propose l'ancien français minium, qui signifie colorié en rouge. Avoir une bonne mine, c'est avoir un visage bien rose, un bonnet, mineur. Faire des mines signifie faire des grimaces. Grimer, vieillir, gribouiller, faire des traits insensés, désordonnés. Et lorsqu'on utilise le squiggle, qui est une technique de dessin à la hâte que Winnicott, un pédiatre psychanalyste anglais, faisait avec des adolescents, on arrive parfois à discerner des formes communes, comme ce qu'on appelle les paréidolies. Vous savez, quand vous regardez les nuages et que vous voyez des formes apparaître, ou bien sur la frondaison des arbres. Il y a une pareidolie que tout le monde connaît, ça s'appelle des constellations d'étoiles. C'est les humains qui ont décidé arbitrairement d'attribuer aux constellations des formes. Et ces pareidolies sont stables à l'échelle de l'univers et des hominidés. Elles servent de repère à tous pour se guider. Or, il se trouve qu'en psychiatrie, la mine, le visage, les identités sont multiples. En ce moment, on a des jeunes, ils ont 4 ou 5 ou 6 prénoms pendant le même séjour. Donc, toute la question qu'on a sur nos logiciels, c'est l'identitovigilance. Donc, on est soumis à un nouveau problème. L'état civil ne suffit plus. Et ces visages sont barrés par des multiples traits, des sillons, des minerais émotionnels, rouge, gris, qui fluctuent au gré de l'ambiance, des relations personnelles, collectives, des événements médiatiques. Les malades, en fait, sont des pareidolies instables qui nous font divaguer ou des gribouillis qui nous angoissent. La discordance schizophrénique et la dissociation hystérique ou post-traumatique, quoique différentes, sont prototypiques. La mimique est désadaptée du sentiment. La manière d'exprimer le ressenti ou la pensée est désarticulée du langage corporel et du langage verbal. Et si l'équipe ne se forme pas à ce genre de problème, elle risque de recadrer et calmer le symptôme sans approcher la souffrance, c'est-à-dire ne rien traiter. Juste recouvrir le malade d'une peau sociale acceptable, mais qui se rouvrira tôt ou tard comme mettre de la poussière sous un tapis. Les bras lézardés des jeunes filles sont des mimiques désadaptées. Sauf que là, il y a une réponse simple. Penser. Penser, suturer, couper, peut se répéter à l'infini. Peut-être s'agit-il de remettre du corps dans une société qui ne travaille plus, avec des outils, ne sent plus l'effort physique, sauf manger, bouger, et survalorise la cognition, l'esprit, l'intelligence. Que celle-ci devienne artificielle et lourde de sens, comme l'artificialisation des sols conduit au cru. Si l'on arrête de penser la carnation et la complexité humaine, nous risquons bientôt d'être débordés. Un travail parallèle est donc nécessaire. Comprendre, parler, échanger, offrir un tissu de soutien langagier, ce qu'on appelle une surface d'inscription, des espaces où, par ricochet,
les émotions et les symptômes des patients se déversent dans et au travers du corps soignant, et ce dernier doit pouvoir accueillir et alphabétiser les véhicules bruts. Pas simple. En impuissance, c'est parfois le premier jalon à accepter et traduire. En psychiatrie, la lutte est féroce pour éviter la tendance à la simplification. Car simplifier efface et externise. Et je vous propose de retenir ceci. La psychothérapie institutionnelle n'est pas une idéologie. Le docteur Horry disait que ça n'existe pas. C'est juste un concept pour dire que c'est à faire tous les jours. C'est une mine, un visage, un filon d'hétérogène, un petit pays où des humains de tous âges arrivent à peu près à se tenir ensemble en relativisant l'aliénation sociale, en co-construisant des praticables de soins et acceptent et figurent la complexité. Regardons la mine des marais de Briguère et les marais salants de Guérande. On parle de l'or blanc de Guérande qui remonte à l'Antiquité. On parle de la tourbe de Brière qui, pendant plusieurs siècles, a servi de chauffage avant le charbon. Et les marais sont les vestiges de filons creusés par la main des hommes, des femmes et des enfants. Les propriétés des habitants des communes de Brière sont en indivision basée sur le droit du sol. L'étang appartient aux habitants qui vivent là. Il s'agit d'un droit coutumier écrit sous l'époque de François II, duc de Bretagne, et qui remonte au XVIe siècle. Le droit n'a pas bougé d'une virgule. Les marais salants de Guérande sont en coopérative acquise de haute lutte dans les années 70. Aujourd'hui, ces deux mines ont un système d'exploitation tout à fait écologique, éco-citoyen et coopératif. Seul l'excès de ragondin pour les marais de Brière et le déséquilibre climatique menacent ces deux systèmes qui n'ont par ailleurs pas besoin de technologies sophistiquées pour vivre. Les hommes ont adopté un modèle politico-économique qui rend pérenne ces deux microcosmes. Le soin psychiatrique devrait être ainsi, tenir compte des survivances, des archaïsmes régionaux, locaux, et des filons creusés au fond de la mine, des sillons sous terre, suivre le filon de minerai, la richesse à extraire et qui rapporte, permet de se chauffer. Mais de quelle nature est fait le minerai? Le minerai psychique, corporel. Comment l'extraire sans dévaster les équilibres que l'individu a mis en place pour lui-même, pour survivre? Une mine de pensée, de conscience, une mine de sentiments, d'affect, de rêve. Permettre que le sillon délire ouvre un possible d'existence. Car tout ne peut pas être réglé par une seule tête, une seule colonne, un seul ordre, un seul cadre. J'ai cité les mines de sel et de tourbe pour dire l'importance à faire vivre la diversité des pays, des lieux, des manières, des styles. Il s'agit de lutter contre la monoculture. Toute forme d'idéologie pro ou anti vise à évincer l'autre. J'ai récemment échangé avec un éducateur qui termine sa formation de psychothérapeute. Il a lui-même décidé de s'y engager après quelques rencontres déterminantes dans le soin. Rien, a priori, ne l'y avait préparé. Mais au fil de l'échange qu'on a eu,
quelque chose d'un ancien sillon s'est réveillé. Son désir, sa lyre de soins, avait démarré très tôt dans son existence. Arrivé à l'âge adulte, notre ami décide de devenir instructeur technique agricole auprès du jeune handicapé. De là, il est invité à faire un stage auprès d'adultes autistes qui l'amènent vers une formation d'éducateur spécialisé. Puis il arrive dans mon équipe et entame rapidement sa formation en psychothérapie. Cette voie, cette vocation agricole apparaît dans un double mouvement. L'expérience du jeune enfant auprès d'une mère malade et celle d'avoir eu la compagnie d'une nourrice et son mari agriculteur qui le promenait sur son tracteur quand il était enfant. Voilà notre ami empaumer un nouveau volant de sa vie et désirer un nouveau champ d'expérience, conduire le tracteur de sa pensée pour aider d'autres humains à sillonner leur vie de façon plus douce. Plus douce, mais à quel titre? Au simple titre que les personnes consultent et demandent de l'aide? Ce titre de transport pour montrer dans le train du soin peut ouvrir quelques découvertes et déconvenues du fait de la résistance au changement et du sentiment fort négatif construit sur des expériences difficiles du temps du berceau ou plus tard. Au fond de la mine, il y a quelques pierres dorées, précieuses, brillantes et rentables. Nous avons extrait pendant un siècle du pétrole et du charbon et nous sommes à constater les conséquences funestes de ces progrès fantastiques. Attention donc à l'extraction forcée et démesurée des terres rares de nos passions. Nous voilà au cœur du thérapeutique. Comment retrouver la trace et ensuite marcher dans les pas de celui qui délire? Comment l'aider à graver son sillon? L'étymologie nous indique qu'être thérapeute, c'est être un écuyer qui marche à côté du cheval pour maintenir en selle le cavalier. Bien l'asseoir pour qu'il marche, inscrire la trace de son pied sur un sol ferme, signer, firmer, fermer, infirmier, enfermer, ferme, suivre celui qui délire, penser qu'il raconte une histoire, pas forcément l'histoire du temps passé, mais l'histoire du chant, du corps vécu en train de peiner avec notre peine. C'est cela le métier du psychiatre, redonner le droit au sol, le droit à la solitude et à la consolation pour poser un pied ferme, tracer le signe de son existence, quelle que soit la forme du pied ou le mouvement du geste. Je vous remercie. Oui, bonjour. Je voulais savoir quelle était votre expérience sur toutes ces années, sur l'évolution des moyens qui sont donnés. Est-ce que, si on part de Jean Houry dans les années 50, est-ce qu'on a vu une évolution en montagne russe? Est-ce qu'on voit les choses s'améliorer ou aller depuis mieux comprises? Et éventuellement, pour les professionnels qui passeraient à vivre cette expérience de la psychothérapie institutionnelle, est-ce que ça change réellement quelque chose par rapport à leurs études, j'entends, universitaires, commentaires? Waouh, il y a beaucoup de questions. Bon. Alors, le père de la psychothérapie institutionnelle, c'est plutôt Hermann Simon, dans les années 20 en Allemagne. Hein, c'est lui qui, le premier, considère
que pour traiter la maladie, il faut s'occuper de l'organisation collective de l'hôpital. Voilà. Et c'est à partir de sa thèse que Tosquelles, pendant la Deuxième Guerre mondiale et après, à l'hôpital de Saint-Alban, va traduire cette thèse et associer au travail d'Hermann Simon la psychanalyse, le marxisme et la psychiatrie. Donc on est dans les années, vous voyez, Deuxième Guerre mondiale et après. Ensuite, ce modèle-là, pour le Loir-et-Cher, va arriver avec le docteur Houry à Sommery, puis à la Borde, ensuite avec la Chesnay et Jean Gérard, et va participer à la construction, dans les années 60, de ce qu'on appelle la sectorisation psychiatrique. C'est-à-dire que chaque département est doté de un ou plusieurs hôpitaux de référence qui mettent en place des centres de médico-psychologiques, des hôpitaux de jour, des visites à domicile, de la périnatalité. Donc tout ça se met en place. C'était déjà au moment du Front populaire que ça avait démarré, mais ensuite ça s'est mis en place dans les années. Donc c'était la sectorisation psychiatrique qui recouvrait l'ensemble du territoire français. Il y a eu une période plutôt faste, jusque dans les années 80, et à partir des années 80-90, le modèle de la sectorisation psychiatrique est remis en question, et on voit progressivement apparaître si vous voulez, une remédicalisation par ce qu'on appelle des pôles de santé mentale. Et tout ce qui avait donc été mis en place a commencé à être détricoté au niveau de l'organisation. Et actuellement, ce n'est plus tellement les secteurs, on regroupe maintenant les services, on réduit les lits d'hospitalisation et on essaye de remettre en place tout un travail ambulatoire, de façon à réduire les coûts, mais aussi par conception, que c'est au cœur de la cité que la maladie psychiatrique peut être traitée avec des accompagnements à domicile, des mécanismes d'insertion associative, etc. Ce qui fait que la tendance, économie de moyens, mais aussi conception très différente du soin, ce n'est plus à l'asile, c'est au cœur de la cité. Donc ça veut dire qu'il faut des professionnels et que les patients soient en mesure d'habiter chez eux, s'ils ont un chez eux, hein, et de pouvoir se déplacer ou de recevoir des gens à domicile. Il y a aussi, il faudra du temps pour voir les effets de ça. Le docteur Houry et certains autres ont vu l'expérience italienne de fermeture des lits d'hospitalisation en Italie dans les années 70-80, et ils ont vu la clochardisation des malades mentaux. Ils ont vu bien sûr des ouvertures de foyers en Italie, mais les foyers aussi ont été vite débordés. Alors, je n'ai pas suivi l'expérience italienne, mais ça a été à l'époque quand même un drame sanitaire. Concernant l'autisme, je vous livre en vrac des choses. Il y a eu la psychanalyse qui s'en est mêlée, et avec beaucoup de maladresse et d'ignorance, a accusé à tort et à travers les mamans, les familles d'être responsables de la maladie de leurs enfants. Les mères d'autistes, les mères de schizophrènes, vous avez peut-être entendu parler de ça. Bon, mais c'était des positions psychanalytiques dingues.
N'empêche que ça a fait beaucoup de mal. Du coup, les familles se sont dit, ben, il faut qu'on sorte la psychanalyse et, et de l'autisme. Or, il y a des psychanalystes qui traitent l'autisme d'une façon remarquable, mais ça n'est pas du tout diffusé et c'est décrié. Donc oui, les pouvoirs publics viennent aussi écouter pour des raisons électorales les propos des familles qui se plaignent d'agissements destructeurs de professionnels. À raison, à raison. Donc il y a eu pour l'autisme des méthodes d'enseignement pédagogique, Teach par exemple, importées du Canada et des États-Unis, arrivées en France massivement, et maintenant on commence à avoir les premiers 20 ans après, les États-Unis et le Canada sont très critiques par rapport à ce qu'ils ont inventé. Donc, il y a une aliénation, on va dire politique, sociale, sur ce qu'il faut faire, selon des recommandations, mais sans réellement écouter toute l'hétérogénéité des pratiques. Et donc, c'est ça le drame d'une politique sanitaire, si vous voulez, c'est qu'au fond, que ce soit vaccin ou je sais pas quoi, c'est qu'on écoute, on ne fait pas confiance aux professionnels et on écoute que ceux qui foutent la merde. Mais en fait, il y a plein de gens qui travaillent et qui ne sont pas écoutés. Et surtout, on, on veut des résultats rapides. Alors, en ce qui concerne l'autisme, les familles se sont plaintes. On a formé les familles à pro-famille, toutes des techniques d'éducation de leurs enfants. Donc, les familles ont été très contentes de sortir leurs enfants de la psychiatrie. Et donc, maintenant, elles se retrouvent avec leurs enfants à la maison. Et on leur dit, ben, débrouillez-vous. Parce qu'on n'hospitalise plus les enfants. On n'hospitalise plus les patients qui ont des troubles du comportement. On n'hospitalise plus que les schizophrénies, les bipolaires, et que des maladies psychiatriques, mais tous les gens qui souffrent de la vie, ce n'est plus psychiatrique. Donc, c'est ce qu'on enseigne à l'université, et donc les internes que je vois, ils sont complètement très étonnés, en fait, qu'on s'occupe de gens qui ont des parcours de vie complexes. Je ne sais pas si je réponds à vos questions, mais c'est compliqué parce que soigner, vous avez compris, prend du temps. 10 ans, le Vibe là, que je vous ai parlé, c'était 7 années d'hospitalisation. Ben forcément, on a des experts qui viennent nous visiter et qui nous demandent de justifier pourquoi c'est autant de temps. Or, la tendance, c'est des courts séjours. Donc, comment soigner autrement qu'à l'hôpital, c'est l'enjeu. Donc, il y a multiplication de dispositifs de coordination de tous azimuts, donc tout le monde coordonne et personne ne prend en charge, réellement en fait. Or, je vous ai raconté une histoire clinique pour témoigner aussi de ma formation. C'est-à-dire que j'ai, moi, là, 40 années de formation. Donc, allez vous raconter une histoire d'un jeune garçon qui sillonne et puis qui, à un moment donné, se met à tourner en rond et d'aller en conclure qu'il y a là un progrès, vous voyez que c'est que ça demande une formation quand même assez importante, hein, et surtout du temps pour l'accompagner et du travail énorme avec les patients et les collègues pour arriver à dépasser les préjugés de tout le monde, y compris du jeune contre lui-même. Hein. Donc, moi, en fait, je peux vous parler que d'un tout petit pays dans lequel je vis depuis 30 ans. Je me garderais bien de trop
appliquer des considérations que je ne maîtrise pas très bien. Mais je vois quand même les effets de, par exemple, que les services hospitaliers publics n'hospitalisent plus les patients. Donc on les voit arriver en clinique. Et tout le monde est très étonné quand on dit non. Donc, que tous, je pense qu'il y avait évidemment pendant toutes ces années, des séjours qui ont été certainement trop longs. Ça, il faut faire attention. Hein. Mais des séjours trop courts, eh ben, ils se répètent.